Depuis des décennies, les États-Unis et le Mexique partagent une relation économique étroite, particulièrement dans l'industrie automobile. Les usines américaines et mexicaines travaillent en tandem, produisant des véhicules et des pièces détachées à une échelle massive. Cette collaboration repose sur des accords comme l'ALENA, remplacé par l'ASEAN en 2020, qui ont facilité les échanges commerciaux. Cependant, tout a changé lorsque le président américain Donald Trump a décidé d'imposer des tarifs sur l'acier et l'aluminium mexicain en 2018. Ces taxes, initialement présentées comme une mesure de protection nationale, ont été perçues comme une provocation par le Mexique. Le gouvernement mexicain a immédiatement compris les enjeux. Ces tarifs menaçaient des milliers d'emplois dans ces usines, notamment celles situées près de la frontière. Les pièces automobiles, produites à bas coût au Mexique, sont essentielles pour des géants comme Ford et General Motors. En réponse, le Mexique a élaboré une stratégie de représailles audacieuse. Il a décidé de viser des secteurs stratégiques américains, notamment l'agriculture et l'automobile, pour faire plier son voisin du Nord. La tension est montée rapidement entre les deux nations. Les États-Unis ont maintenu leurs tarifs, arguant qu'ils protégeraient leur industrie nationale contre ce qu'ils appelaient une concurrence déloyale. Le Mexique, quant à lui, a dénoncé une violation des accords commerciaux existants. Cette dispute a transformé une relation de coopération en un conflit ouvert, avec l'industrie automobile au centre de l'orage. Les premières répercussions se sont fait sentir dans les usines. Les coûts des matières premières ont augmenté pour les constructeurs américains, qui dépendent lourdement de l'acier mexicain. Les entreprises ont dû choisir entre absorber ces coûts ou les répercuter sur les consommateurs. Cette situation a semé la panique dans les salles de réunion des grandes firmes automobiles qui voyaient leurs marges se réduire. Le Mexique n'a pas tardé à passer à l'action. En imposant des tarifs sur les produits agricoles américains, comme le maïs et le soja, il a ciblé des États clés soutenant Trump. Mais le coup le plus dur a été porté à l'industrie automobile américaine. En taxant les pièces détachées exportées vers les États-Unis, le Mexique a exploité une faiblesse majeure: la dépendance des usines américaines à ces composants. Les analystes ont été surpris par la rapidité de la riposte mexicaine. Ce n'était pas une simple réaction impulsive, mais une stratégie calculée pour infliger un maximum de dégâts. Les experts ont estimé que ces mesures pourraient coûter des milliards de dollars à l'économie américaine. Les chaînes d'approvisionnement, déjà fragiles après la pandémie, risquaient de s'effondrer complètement. Les travailleurs des deux côtés de la frontière ont commencé à s'inquiéter. Au Mexique, les ouvriers des usines craignaient des licenciements si les exportations diminuaient. Aux États-Unis, les employés des constructeurs automobiles voyaient leurs heures réduites à cause des ralentissements de production. Cette guerre commerciale touchait désormais des millions de vies. Les médias ont amplifié le drame. Les gros titres parlaient d'une guerre économique entre les deux pays, alimentant les tensions. Les chaînes d'information diffusaient des images d'usines au ralenti et de manifestations ouvrières. La crise prenait une dimension politique, chacun des deux gouvernements cherchant à rallier son peuple. Les leaders politiques ont tenu bon. Trump a défendu ces tarifs comme une victoire pour les travailleurs américains, malgré les critiques croissantes. De son côté, la présidente mexicaine Claudia Sheinbaum a galvanisé son peuple, présentant la riposte comme une défense de la souveraineté nationale. Aucun des deux ne semblait prêt à céder. Ainsi, ce qui avait commencé comme une simple dispute tarifaire s'est transformé en une bataille économique majeure. Les enjeux étaient colossaux et l'industrie automobile, pilier des deux économies, se retrouvait en première ligne. Le monde entier regardait, attendant de voir qui fléchirait en premier. Section 2. La contre-attaque mexicaine. Le Mexique a choisi de ne pas rester passif face aux tarifs américains. Ses dirigeants ont minutieusement planifié leur riposte, visant des secteurs qui feraient mal aux États-Unis. Ils ont imposé des taxes sur des produits agricoles clés, comme le porc et les pommes, touchant directement les agriculteurs américains. Cependant, leur arme la plus puissante était dirigée contre l'industrie automobile, un secteur vital pour les deux pays. En taxant les pièces détachées automobiles exportées vers les États-Unis, le Mexique a frappé là où ça fait mal. Ces composants, produits à moindre coût dans des villes comme Puebla et Tijuana, sont indispensables aux usines américaines. Les constructeurs comme Chrysler et Toyota ont vu leurs coûts grimper en flèche. Cette mesure a perturbé la production de véhicules, de la Ford Mustang au Volkswagen Tiguan. La stratégie mexicaine reposait sur une logique simple mais efficace. En augmentant le prix des pièces, elle forçait les entreprises américaines à ralentir leur ligne de montage.
Les délais de livraison s'allongeaient et les concessionnaires américains commençaient à manquer de stock. Cette pénurie menaçait de faire grimper les prix des voitures pour les consommateurs. Les effets ont été immédiats et visibles. Dans les usines de Détroit, les machines tournaient au ralenti, incapables de suivre le rythme habituel. Les travailleurs, déjà sous pression, voyaient leurs heures réduites, voire supprimées. Les syndicats, comme l'United Auto Workers, UAW, ont dénoncé cette situation, accusant les tarifs de mettre en péril des emplois américains. Au Mexique, la présidente Sheinbaum a transformé cette contre-attaque en un symbole de résistance. Lors d'un discours enflammé à Guadalajara, elle a juré de protéger l'économie mexicaine coûte que coûte. Elle a présenté les tarifs comme une réponse légitime à l'agression américaine, gagnant le soutien de millions de citoyens. Les drapeaux mexicains flottaient dans les rues, signe d'une unité nationale. Les entreprises automobiles ont tenté de s'adapter. Certaines ont envisagé de déplacer leur chaîne d'approvisionnement vers d'autres pays, comme la Chine ou le Canada. Cependant, une telle transition prendrait des mois, voire des années, et coûterait des fortunes. Pour l'instant, elles étaient coincées, prises entre les décisions politiques des deux gouvernements. Les économistes ont averti des dangers à venir. Selon un rapport de Goldman Sachs, les tarifs mexicains pourraient réduire la production automobile américaine de 15% en quelques mois. Cela représenterait des pertes colossales pour des entreprises déjà fragilisées par les crises précédentes. Les actionnaires commençaient à s'inquiéter et les cours boursiers des constructeurs chutaient. Les États-Unis ont tenté de minimiser l'impact. Trump a qualifié la riposte mexicaine de « bluff » et a promis que les États-Unis gagneraient cette guerre commerciale. Pourtant, les chiffres racontaient une autre histoire. Les exportations mexicaines restaient robustes, tandis que les importations américaines souffraient. Le Mexique semblait tenir le dessus. Le conflit a pris une tournure internationale. Le Canada, également affecté par les tarifs américains, s'est joint au Mexique en imposant ses propres taxes sur les produits américains. L'Union européenne a suivi, visant des produits comme le bourbon et les motos. Une coalition anti-américaine prenait forme, amplifiant la pression sur Washington. En fin de compte, la contre-attaque mexicaine a révélé la vulnérabilité de l'industrie automobile américaine. Ce n'était plus une simple dispute commerciale, mais un bras de fer économique et politique. Les deux nations étaient engagées dans une lutte sans merci, et les conséquences se faisaient sentir bien au-delà de leurs frontières. Section 3. L'impact sur les travailleurs. Les travailleurs des deux pays ont été les premiers touchés par cette guerre commerciale. Aux États-Unis, les usines automobiles ont réduit leurs horaires, incapables de maintenir la production sans pièces mexicaines abordables. Des milliers d'ouvriers ont été mis au chômage technique, attendant désespérément une résolution. Leurs familles, dépendantes de ces salaires, ont vu leur quotidien bouleversé. Au Mexique, la situation n'était pas meilleure. Bien que les usines continuaient de produire, la baisse des exportations vers les États-Unis menaçait leur stabilité. Les employés des maquiladoras, ces usines situées près de la frontière, craignaient des licenciements massifs. Les salaires, déjà bas, ne suffisaient plus à couvrir les besoins essentiels face à l'inflation croissante. Les syndicats américains ont réagi avec vigueur. L'UAW a organisé des rassemblements devant les usines, exigeant la fin des tarifs qui, selon eux, nuisaient plus qu'ils ne protégeaient. Leur leader, Shawn Fain, a accusé les politiciens de sacrifier les travailleurs pour des gains politiques. Les pancartes brandies portaient des slogans comme « Stop aux tarifs, sauvez nos emplois ». Au Mexique, les ouvriers ont également manifesté. À Monterrey, des centaines de travailleurs ont défilé, soutenus par leurs familles et leurs communautés. Ils demandaient au gouvernement de Sheinbaum de tenir bon face aux États-Unis, mais aussi de protéger leurs moyens de subsistance. La colère montait contre les deux gouvernements, perçus comme déconnectés de la réalité. Les conditions de travail se sont détériorées. Dans les usines américaines, la pression pour maintenir la production avec moins de ressources a conduit à des accidents plus fréquents. Les ouvriers mexicains, quant à eux, subissaient des heures supplémentaires imposées pour compenser les pertes. La fatigue et le stress devenaient omniprésents. Les petites villes dépendantes de l'industrie automobile ont été durement frappées. À Flint, dans le Michigan, les commerces locaux ont vu leurs revenus chuter à mesure que les ouvriers dépensaient moins. Au Mexique, des villes comme Juárez ont connu une hausse de la pauvreté, les familles luttant pour survivre. Ces communautés, autrefois prospères, sombraient dans l'incertitude. Les travailleurs immigrés ont été particulièrement vulnérables.
Beaucoup, employés des deux côtés de la frontière, ont perdu leur emploi ou ont été renvoyés dans leur pays d'origine. Les politiques migratoires strictes de Trump ont aggravé leur situation, les laissant sans filet de sécurité. Leurs histoires, souvent ignorées, illustraient la dimension humaine de la crise. Les experts ont prédit une vague de licenciements à venir. Si la guerre commerciale persistait, des dizaines de milliers d'emplois pourraient disparaître dans les prochains mois. Les travailleurs, pris en étau entre les décisions des gouvernements et des entreprises, se sentaient abandonnés. Leur avenir dépendait de négociations auxquelles ils n'avaient pas voix au chapitre. Les inégalités se sont creusées. Les cadres et les actionnaires des grandes entreprises automobiles continuaient de percevoir des bonus, tandis que les ouvriers perdaient tout. Cette disparité a alimenté un sentiment de révolte, notamment parmi les jeunes générations qui voyaient leurs perspectives s'assombrir. Les tensions sociales montaient des deux côtés. Face à cette crise, les travailleurs espéraient une trêve. Ils voulaient que leur gouvernement mette de côté leurs différends pour protéger leurs moyens de subsistance. Mais pour l'instant, ils restaient les victimes silencieuses d'un conflit qu'ils n'avaient pas déclenché, attendant un miracle qui semblait hors de portée. Section 4. Les conséquences pour les consommateurs. Les consommateurs américains ont rapidement ressenti les effets de cette guerre commerciale. Les prix des voitures neuves ont grimpé, les constructeurs répercutant les coûts des tarifs sur leurs clients. Une camionnette Ford F-150, par exemple, coûtait désormais plusieurs milliers de dollars de plus. Beaucoup ont dû renoncer à leur projet d'achat. Le marché des voitures d'occasion a explosé en réponse. Les acheteurs, cherchant des alternatives moins chères, ont fait grimper la demande pour les véhicules usagés. Les prix de ces derniers ont suivi, rendant même les options d'occasion moins accessibles. Les concessionnaires, débordés, peinaient à répondre à la demande croissante. Les délais de livraison se sont allongés. Les pièces mexicaines, bloquées par les tarifs, mettaient des semaines à arriver aux usines américaines. Les clients qui commandaient une voiture neuve devaient attendre des mois, voire abandonner leur commande. Cette frustration a terni la réputation des constructeurs automobiles. Les ménages à faible revenu ont été les plus touchés. Pour eux, une voiture n'est pas un luxe, mais une nécessité pour aller travailler ou emmener les enfants à l'école. Avec des prix en hausse et des crédits plus difficiles à obtenir, beaucoup ont dû se rabattre sur des transports publics souvent inadéquats. Leur qualité de vie s'en ressentait. Les consommateurs mexicains n'étaient pas épargnés. Les produits agricoles américains, comme le blé et le lait, sont devenus plus chers à cause des tarifs de représailles. Les familles mexicaines, déjà confrontées à des salaires bas, ont vu leur budget alimentaire se réduire. Les marchés locaux ont commencé à manquer de certains produits essentiels. Les comportements d'achat ont changé. Aux États-Unis, les gens ont reporté leurs gros achats, attendant une baisse des prix qui ne venait pas. Au Mexique, les consommateurs ont privilégié les produits locaux, mais ceux-ci ne pouvaient pas toujours remplacer les importations américaines. Cette incertitude a freiné l'économie des deux pays. Les entreprises automobiles ont tenté de limiter les dégâts. Certaines ont offert des rabais ou des financements avantageux pour attirer les clients. Cependant, ces mesures n'ont pas suffi à compenser les hausses de prix. Les ventes ont continué de chuter, mettant encore plus de pression sur les constructeurs. Les consommateurs ont exprimé leur mécontentement. Sur les réseaux sociaux, des hashtags comme #TarifRipoff ont circulé, accompagnés de plaintes contre les gouvernements et les entreprises. Les pétitions en ligne demandant la fin des tarifs ont recueilli des milliers de signatures. La grogne populaire montait. Les experts ont averti d'un effet domino. Si les consommateurs continuaient de réduire leurs dépenses, d'autres secteurs, comme l'électroménager ou l'immobilier, pourraient être touchés. Une récession semblait se profiler, alimentée par cette crise automobile. Les ménages, pris au piège, voyaient leur pouvoir d'achat s'éroder. En fin de compte, les consommateurs des deux pays payaient le prix de cette guerre commerciale. Ils espéraient un retour à la normale, mais les tensions persistantes laissaient peu d'espoir. Leur quotidien, bouleversé par des décisions politiques, reflétait l'ampleur des dégâts causés par ce conflit. Section 5. Les réactions des entreprises automobiles. Les constructeurs automobiles ont été pris au dépourvu par cette guerre commerciale. Des entreprises comme General Motors ont vu leurs coûts de production exploser à cause des tarifs sur les pièces mexicaines. Elles ont dû réévaluer leur stratégie pour survivre à cette crise imprévue. Les réunions d'urgence se multipliaient dans leurs bureaux. Certaines ont tenté d'absorber les coûts supplémentaires. BMW, par exemple, a maintenu les prix de ses modèles fabriqués au Mexique, comme la série 3, pour éviter de perdre des clients. Cependant, cette approche a réduit leur marge bénéficiaire,
inquiétant les investisseurs. Cette solution ne pouvait pas tenir à long terme. D'autres ont cherché de nouveaux fournisseurs. Ford a exploré des partenariats avec des entreprises canadiennes et asiatiques pour remplacer les pièces mexicaines. Mais cette transition nécessitait du temps et des investissements massifs. Les chaînes d'approvisionnement, construites sur des décennies, ne pouvaient pas être redessinées du jour au lendemain. Les licenciements ont commencé. Stellantis, qui produit des Jeeps au Mexique, a réduit ses effectifs dans certaines usines américaines pour compenser les pertes. Ces coupes ont suscité la colère des syndicats et des communautés locales. Les entreprises se retrouvaient dans une position délicate, coincées entre profit et responsabilité sociale. Les projets d'innovation ont été mis en pause. Les constructeurs, qui investissaient dans les voitures électriques et autonomes, ont redirigé leurs fonds vers la gestion de la crise. Tesla, bien que moins dépendant du Mexique, a vu ses concurrents ralentir, affectant le rythme global de l'industrie. L'avenir technologique semblait compromis. Les lobbyistes sont entrés en action. Les grandes firmes automobiles ont dépensé des millions pour influencer les décisions à Washington et à Mexico. Ils ont plaidé pour une exemption des tarifs ou un nouvel accord commercial. Cependant, leurs efforts se heurtaient à la fermeté des deux gouvernements. Les petites entreprises de la chaîne d'approvisionnement ont souffert davantage. Les fournisseurs de pièces, souvent des PME, n'avaient pas les ressources pour absorber les coûts ou trouver de nouveaux marchés. Beaucoup ont fermé leurs portes, laissant des milliers de travailleurs sans emploi. L'onde de choc se propageait à toute l'industrie. Les constructeurs ont envisagé de délocaliser leur production. Certains ont étudié des sites en Europe de l'Est ou en Asie du Sud-Est, où les coûts sont compétitifs. Mais cette option nécessitait des années de planification et des milliards de dollars, des ressources qu'ils n'avaient pas immédiatement. Ils restaient prisonniers de la crise. Les relations avec les concessionnaires se sont tendues. Les stocks diminuaient et les vendeurs peinaient à répondre à la demande. Certains concessionnaires ont augmenté leurs prix pour compenser, ce qui a frustré les clients. La confiance entre les différents acteurs de l'industrie s'effritait. Face à cette tempête, les entreprises automobiles cherchaient désespérément une issue. Elles savaient que leur survie dépendait d'une résolution rapide du conflit. Mais pour l'instant, elles naviguaient à vue, espérant que les gouvernements trouveraient un compromis avant qu'il ne soit trop tard. Section 6. Les répercussions économiques plus larges. La guerre commerciale a dépassé le cadre de l'industrie automobile. Les secteurs liés, comme l'acier et le caoutchouc, ont vu leurs ventes fluctuer à cause des perturbations. Les fournisseurs, incapables de prévoir la demande, ont réduit leur production, aggravant la crise. L'économie des deux pays vacillait. Les marchés financiers ont réagi avec nervosité. Les actions des constructeurs automobiles ont chuté, entraînant une baisse des indices comme le Dow Jones. Les investisseurs, craignant une récession, ont retiré leurs fonds des secteurs industriels. La confiance dans l'économie américaine s'érodait rapidement. Les petites entreprises locales ont été écrasées. Les restaurants et magasins près des usines automobiles ont perdu des clients à mesure que les travailleurs dépensaient moins. Au Mexique, les commerçants des villes frontalières ont vu leurs revenus plonger. Ces économies locales, dépendantes de l'industrie, sombraient dans la crise. Les gouvernements ont perdu des recettes fiscales. Les États américains comme le Michigan ont vu leur budget diminuer, forçant des coupes dans les services publics. Au Mexique, les taxes sur les exportations ne compensaient pas les pertes économiques. Les deux nations devaient trouver des fonds pour soutenir leurs citoyens. Les prix des matières premières ont grimpé. L'acier, déjà taxé, est devenu plus cher, affectant des industries comme la construction et l'électroménager. Les consommateurs payaient plus pour tout, des bâtiments aux appareils ménagers. L'inflation, alimentée par cette guerre commerciale, touchait tous les aspects de la vie. Les exportations mexicaines ont résisté, mais à quel prix? Les produits agricoles américains, essentiels pour le Mexique, coûtaient désormais plus cher, pesant sur les ménages. Les exportateurs mexicains gagnaient sur certains marchés, mais perdaient sur d'autres. L'équilibre commercial était bouleversé. Les économistes ont tiré la sonnette d'alarme. Un rapport de Moody's a prédit qu'une prolongation du conflit pourrait réduire le PIB américain de 1% en un an. Pour le Mexique, les pertes pourraient atteindre 2%, un coup dur pour une économie en développement. Une récession transfrontalière semblait imminente. Les emplois hors de l'automobile étaient menacés. Les chauffeurs routiers, qui transportaient des pièces, voyaient leurs contrats diminuer. Les entreprises de logistique licenciaient, incapables de supporter les coûts.
Chaque secteur connecté à l'industrie automobile ressentait les secousses. Les inégalités économiques se sont accentuées. Les riches continuaient d'investir dans des actifs sûrs, tandis que les classes moyennes et pauvres perdaient leurs moyens de subsistance. Cette fracture sociale alimentait la colère contre les gouvernements, accusés de privilégier les intérêts politiques aux besoins du peuple. En somme, cette guerre commerciale a révélé la fragilité de l'économie globale. Ce qui avait commencé comme un différend sur l'acier et les pièces automobiles s'était transformé en une crise économique majeure. Les deux pays, liés par des décennies de commerce, risquaient de s'effondrer ensemble. Section 7. Les réactions internationales. Le monde entier a suivi cette guerre commerciale avec attention. Le Canada, partenaire clé dans l'ASEAN, a imposé des tarifs sur les produits américains en solidarité avec le Mexique. Ces taxes visaient des produits comme le ketchup et le whisky, touchant des industries américaines emblématiques. Une alliance nord-américaine se fissurait. L'Union européenne a emboîté le pas. Elle a taxé des produits comme les jeans Levi's et les motos Harley-Davidson, cherchant à faire pression sur Trump. Ces mesures ont amplifié l'isolement des États-Unis sur la scène internationale. Les alliés traditionnels se retournaient contre Washington. La Chine a vu une opportunité dans ce chaos. Elle a augmenté ses exportations de pièces automobiles vers les deux pays, profitant des perturbations. Les constructeurs chinois, comme BYD, ont gagné des parts de marché, menaçant la domination américaine et japonaise. Pékin l'observait avec satisfaction. Le Japon, un géant de l'automobile, a ajusté sa stratégie. Toyota et Honda, implantés aux États-Unis et au Mexique, ont cherché à contourner les tarifs en augmentant la production locale. Leur flexibilité leur donnait un avantage sur leurs concurrents américains. Ils profitaient du désordre pour se renforcer. Les pays d'Amérique latine ont craint les retombées. Le Brésil et l'Argentine, dépendants du commerce avec le Mexique, ont vu leurs exportations vaciller. Ils ont envisagé de se tourner vers l'Asie pour compenser, mais les coûts logistiques rendaient cela difficile. La crise régionale s'étendait. Les organisations internationales sont intervenues. L'Organisation mondiale du commerce, OMC, a été sollicitée pour arbitrer, mais son pouvoir restait limité face à la détermination des deux pays. Les règles commerciales mondiales, déjà fragiles, risquaient de s'effondrer. Une refonte du système semblait inévitable. Les marchés émergents ont été secoués. Les devises comme le peso mexicain et le dollar canadien ont fluctué sauvagement, compliquant les échanges internationaux. Les investisseurs se sont réfugiés dans des valeurs sûres, comme l'or, laissant les économies vulnérables en difficulté. L'incertitude régnait. Les ONG ont alerté sur les impacts humanitaires. La hausse des prix des biens essentiels au Mexique et aux États-Unis touchait les populations les plus pauvres. Les organisations caritatives peinaient à répondre à la demande croissante d'aide alimentaire. La crise économique devenait une crise sociale. Les experts ont prédit un effet domino mondial. Si les tarifs persistaient, d'autres pays pourraient adopter des mesures protectionnistes, déclenchant une guerre commerciale globale. Les leçons du passé, comme la Grande Dépression, hantaient les analystes. L'histoire semblait se répéter. Face à ce tumulte, les nations appelaient à la retenue. Elles exhortaient les États-Unis et le Mexique à négocier avant que les dégâts ne deviennent irréparables. Mais pour l'instant, le conflit divisait le monde, chaque pays cherchant à protéger ses propres intérêts dans cette tempête économique. Section 8. Les enjeux politiques. Cette guerre commerciale était autant une bataille politique qu'économique. Pour Trump, les tarifs incarnaient sa promesse de remettre l'Amérique au premier plan. Il jouait sur le nationalisme pour galvaniser ses partisans, malgré les critiques des démocrates. Sa réélection dépendait en partie de cette posture ferme. Au Mexique, Sheinbaum faisait face à une pression similaire. Elle devait prouver qu'elle pouvait défendre la souveraineté nationale contre un voisin puissant. Sa popularité, encore fragile après son élection, reposait sur sa capacité à tenir tête aux États-Unis. Les deux leaders étaient prisonniers de leurs engagements. Les élections approchaient dans les deux pays. Aux États-Unis, les leaders menaçaient de faire basculer le Congrès, limitant le pouvoir de Trump. Au Mexique, les législatives locales testeraient le soutien à Sheinbaum. Les résultats influenceraient leur marge de manœuvre dans cette crise. Les lobbyistes ont intensifié leurs efforts. Les entreprises automobiles ont dépensé des fortunes pour convaincre les politiciens de revoir les tarifs. Leurs arguments, centrés sur les emplois et l'économie, se heurtaient à la rhétorique populiste des deux leaders. L'argent affrontait l'idéologie. Les médias ont polarisé le débat. Aux États-Unis,
Fox News vantait les tarifs comme une victoire patriotique, tandis que CNN les qualifiait de désastre économique. Au Mexique, les journaux soutenaient Sheinbaum, mais des voix dissidentes critiquaient son intransigeance. L'opinion publique était divisée. Les réseaux sociaux ont amplifié les tensions. Les hashtags comme #AmericaFirst et #MexicoRésisté dominaient les discussions, souvent accompagnés de désinformation. Les citoyens, bombardés de nouvelles contradictoires, peinaient à comprendre les enjeux réels. La guerre commerciale devenait virale. Les diplomates ont tenté de calmer le jeu. Des réunions secrètes ont eu lieu à Ottawa et à Genève, cherchant une désescalade. Mais les propositions, comme une suspension temporaire des tarifs, étaient rejetées par les deux camps. La peur de perdre la face dominait les négociations. Les alliés des États-Unis ont exprimé leur frustration. Le Canada et l'IE, las des politiques unilatérales de Trump, ont menacé de renforcer leurs propres mesures. Une fracture diplomatique s'ouvrait, menaçant des décennies de coopération. Les États-Unis risquaient l'isolement. Les tensions internes ont augmenté. Aux États-Unis, les gouverneurs des États industriels ont critiqué Trump, tandis qu'au Mexique, l'opposition accusait Sheinbaum de jouer avec le feu. Les divisions politiques rendaient toute solution plus difficile à atteindre. En fin de compte, cette crise testait la résilience des deux leaders. Leur capacité à sortir de l'impasse sans perdre leur crédibilité déterminerait l'avenir de leur nation. Mais pour l'instant, la politique l'emportait sur l'économie, au détriment de millions de personnes. Section 9. Les solutions potentielles face à cette crise, des solutions émergent, bien que difficiles à mettre en œuvre. Une négociation bilatérale pourrait réduire les tarifs en échange de concessions mutuelles, comme des quotas d'exportation. Les deux pays y gagneraient, mais cela exigerait une volonté politique rare dans ce climat tendu. L'intervention d'un tiers est une autre option. L'OMC pourrait arbitrer le différend, imposant des recommandations neutres. Cependant, les États-Unis et le Mexique rechignent à céder leur souveraineté à une organisation internationale. Cette voie reste incertaine. Les constructeurs automobiles pourraient forcer une résolution. En formant une coalition, ils pourraient menacer de déplacer leurs usines si les tarifs persistent. Leur influence économique pourrait pousser les gouvernements à agir, mais leur désunion limite leur impact. Les consommateurs ont aussi un rôle à jouer. Un boycott des voitures neuves pourrait faire plier les constructeurs, qui feraient alors pression sur les politiciens. Cette stratégie, bien que lente, pourrait changer la donne. Les citoyens détiennent un pouvoir sous-estimé. Les syndicats envisagent des actions radicales. Des grèves massives dans les usines des deux pays pourraient paralyser l'industrie, forçant une trêve. L'UAW et ses homologues mexicains discutent d'une coordination, mais les risques sont élevés pour les travailleurs. Les experts proposent des solutions innovantes. Un accord spécifique à l'automobile, exemptant les pièces des tarifs, pourrait rétablir les chaînes d'approvisionnement. Cela préserverait les emplois, tout en évitant une capitulation totale. Les deux gouvernements y réfléchissent discrètement. Les technologies offrent des perspectives à long terme. L'impression 3D de pièces détachées pourrait réduire la dépendance aux importations, mais elle nécessite des investissements massifs. Les constructeurs y voient une issue future, pas une solution immédiate. Les subventions gouvernementales sont envisagées. Les États-Unis et le Mexique pourraient soutenir leurs industries avec des aides fiscales, atténuant les dégâts. Cependant, cela creuserait leur dette publique, un choix politiquement risqué dans les deux pays. Les ONG et les think tanks appellent à la coopération. Ils publient des rapports prônant un retour à l'ASEAN dans son esprit originel de libre-échange. Leur voix, bien que respectée, peine à percer le bruit politique. L'analyse rationnelle cède face aux émotions. En définitive, la solution réside dans un compromis. Les deux nations doivent reconnaître leur interdépendance et privilégier leur peuple aux égaux politiques. Sans cela, la crise risque de s'éterniser, avec des conséquences désastreuses pour tous. Section 10. Un avenir incertain. Cette guerre commerciale a plongé l'industrie automobile dans le chaos. Les usines tournent au ralenti, les emplois disparaissent et les consommateurs paient le prix fort. Ce qui semblait être une simple dispute tarifaire est devenu une crise économique majeure. Les deux pays, liés par des décennies de commerce, sont au bord du précipice. Les leçons sont claires, mais ignorées. L'interdépendance des économies américaines et mexicaines est une force, pas une faiblesse. Les chaînes d'approvisionnement transfrontalières ont permis des années de prospérité, aujourd'hui menacées par des décisions politiques.
La coopération reste la seule issue viable. Les constructeurs automobiles, au cœur de la tempête, appellent à l'aide. Ils savent que leur survie dépend d'un retour à la normale. Mais leurs cris se perdent dans le tumulte des discours nationalistes des deux leaders. L'industrie, autrefois un symbole de réussite, vacille. Les travailleurs, oubliés dans ce conflit, méritent mieux. Leur vie, bouleversée par des licenciements et des salaires incertains, témoigne des coûts humains de cette guerre. Ils regardent leur gouvernement avec espoir et désespoir, attendant une solution qui tarde à venir. Les consommateurs, eux aussi, souffrent en silence. Les prix exorbitants et les pénuries les privent d'un bien essentiel. Leur frustration grandit, mais leur voix peine à influencer les décisions prises à des milliers de kilomètres. Ils sont les victimes collatérales d'un jeu de pouvoir. Le monde observe avec inquiétude. Cette crise pourrait redessiner les alliances commerciales et économiques globales. Si elle s'aggrave, elle risque de déclencher une récession mondiale, un scénario que nul ne souhaite. Les enjeux dépassent désormais les frontières des deux pays. Les leaders, Trump et Sheinbaum, tiennent l'avenir entre leurs mains. Leur capacité à dépasser leurs différends déterminera si cette guerre commerciale se termine par un désastre ou une renaissance. Pour l'instant, ils restent inflexibles au détriment de leur peuple. Les solutions existent, mais le temps presse. Chaque jour de conflit aggrave les dégâts, rendant la reconstruction plus difficile. Les deux nations doivent choisir entre la confrontation et la collaboration, entre la fierté et la prospérité. L'histoire jugera leurs décisions. Un appel à la paix s'impose. Les citoyens, les entreprises et les travailleurs doivent unir leurs voix pour exiger une trêve. Cette crise montre que la division détruit, tandis que l'unité construit. Il est temps de changer de cap. Si cette analyse vous a captivé, likez et partagez cette vidéo pour sensibiliser davantage de monde. Abonnez-vous à notre chaîne pour suivre les développements de cette crise et d'autres enjeux mondiaux. Ensemble, faisons entendre notre voix pour un avenir meilleur.